Bienvenue dans le débat. Michel Barnier poursuit les consultations. Le Premier ministre français a rencontré les représentants du groupe centriste Lyotte cet après-midi. Après Édouard Philippe et Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, un groupe qui n'exclut pas de participer au gouvernement. François Hollande votera la censure contre Michel Barnier à l'Assemblée nationale pour faire tomber son gouvernement soutenu par l'extrême droite, a-t-il affirmé chez nos confrères de France Inter ce matin. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a appelé au contraire socialistes et écologistes à rejoindre la majorité relative constituée selon elle par les centristes et LR à l'Assemblée. Selon Pierre Moscovici, le prochain budget sera sans doute le plus délicat de la Ve République. Le président du Haut Conseil des finances publiques appelle l'exécutif à construire, je cite, « un vrai projet de loi de finances qui soit sérieux, quitte à prendre quelques jours de plus ». C'est en tout cas une véritable course contre la montre, alors qu'une procédure pour déficit excessif a été lancée par Bruxelles contre la France. Constituer un gouvernement, trouver une majorité sont les priorités de Michel Barnier, qui doit aussi donc relever le premier défi de taille, la question du budget. Quelle est sa marge de manœuvre? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bruno Cotresse. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce débat. Vous êtes politologue, chercheur au CEVIPOF. Bienvenue à vous. En face de vous, Pascale Joannin. Bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de la Fondation Schuman. Robert Schuman, merci d'être là. Pascale Joannin et de participer à ce débat. Nous avons ce soir avec nous Frédéric Michaud. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur général adjoint d'Opinionway, auteur de Le gouffre démocratique, et c'est aux éditions du CERF. Merci d'être là. En face de vous, Michel Soudet est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine Politis. Bienvenue. Je voulais démarrer avec vous, Bruno Cotresse. Quelle est en fait la marge de manœuvre de Michel Barnier, d'abord face à Emmanuel Macron? Si on fait vraiment de la politique, purement politique, le président préside, le gouvernement gouverne. Est-ce qu'on va parler d'une coexistence exigeante? C'est ce que dit l'Élysée. C'est en tout cas le vocabulaire, la rhétorique qu'a communiqué l'Élysée. Après, on voit qu'on est dans la Ve République. Officiellement, c'est le président qui va nommer le gouvernement, certes sur proposition du Premier ministre, mais il serait extrêmement étonnant que le chef de l'État n'ait pas son mot à dire sur le gouvernement, et notamment sur les postes les plus stratégiques du gouvernement, les fonctions régaliennes, l'économie, le budget, les comptes publics, donc les dossiers très, très, très importants. Donc la marge de manœuvre de Michel Barnier, c'est vrai qu'en termes purement de communication, c'est assez essentiel pour lui, qui montre qu'il existe en dehors du président de la République, qui n'est pas simplement celui qui a été choisi en bout de course et qui serait là au fond pour permettre à Emmanuel Macron de prolonger la situation avant les élections législatives. Il y a eu les élections législatives depuis. C'est assez capital que Michel Barnier montre à l'opinion qu'il tient compte de ce qui s'est passé. Et pour le moment, je pense que c'est une de ses principales difficultés, ne pas donner le sentiment, au fond, qu'il serait presque une sorte un peu d'usurpateur du suffrage universel, parce que ça, c'est un thème qui, dans l'opinion, peut prendre. Frédéric Michaud, vous êtes d'accord? Vous qui justement dirigez Opinionway, qu'attendent les Français finalement Est-ce qu'il faut que Michel Barnier marque de sa patte assez rapidement tout cela? Oui, sans doute. D'abord, envoyer un signal d'indépendance par rapport au chef de l'État, avec la difficulté que vient très bien de rappeler Bruno Cotresse. Quand on regarde les 3 cohabitations précédentes avec les 2 présidents, à chaque fois, tant le président François Mitterrand que le président Jacques Chirac ont été consultés au moins pour la nomination du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense et peut-être sur d'autres ministères importants. Là, le chef de l'État, en tout cas son entourage, a très clairement insisté sur le fait qu'il voulait couper tous les liens avec Matignon, laisser le plus de marge de manœuvre possible au gouvernement. C'est un changement d'état d'esprit en profondeur que doit s'imposer le chef de l'État, qui jusqu'à présent a été très interventionniste. Mais oui, l'une des clés de Michel Barnier, c'est de bien marquer d'entrée de jeu son autonomie vis-à-vis du chef de l'État. Alors, il doit constituer un gouvernement, Michel Soudet, avec une opposition qui sera à gauche, très forte. On va écouter la réaction de François Hollande ce matin chez nos confrères de France Inter. Comment accepter que les Français qui ont voulu écarter l'extrême droite, qui voulaient qu'il y ait du changement, qui voulaient qu'il y ait une amélioration de leur pouvoir d'achat, une révision de la réforme des retraites, qu'il puisse y avoir une meilleure pratique des institutions, qu'il n'y ait pas de continuité avec Emmanuel Macron,
comment voulez-vous que l'on puisse donner notre accord à Vous voterez tel la gouvernement? censure. Il votera la censure, Michel Soudet. François Hollande, donc est-ce que ça veut dire que toute la gauche votera la censure? Vraisemblablement. Oui, sauf peut-être 3 députés socialistes membres du groupe Lyot qui refusent depuis le départ la NUPES puis le nouveau Front populaire. Mais là, manifestement, toute la gauche est unie pour censurer ce gouvernement et refuser que ce gouvernement puisse exercer sa gestion sous le contrôle du Rassemblement national. On a bien vu pendant tout le week-end que Marine Le Pen, d'abord, avait donné l'autorisation ou le portrait robot pour que ce soit Michel Barnier, et ensuite fixe ses lignes rouges qui, petit à petit, sont avalisées par différentes déclarations. Rien ne peut se faire sans le RN, hein, c'est ce qu'a dit Jordan Bardella ce week-end. Hein. Mais il ne parle pas tout à fait de deal non plus, le Rassemblement national. Pascal Joannin, un mot sur l'Europe. Malgré ce contexte politique, il semblerait que Michel Barnier soit plutôt bien accueilli à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on a dit en coulisses pendant tout ce week-end? Alors, Michel Barnier est peut-être un des Français que les Bruxellois connaissent le mieux et que les Français connaissent le moins. Parce que s'il a été en effet ministre il y a quelques années, le principal but de sa carrière, c'est quand même déroulé plutôt à Bruxelles. Il a été 2 fois commissaire européen à la politique régionale et aux services financiers. Et puis récemment, et depuis qu'un État membre est sorti de l'Union européenne, le Royaume-Uni, il était en effet le négociateur en chef avec les Britanniques. Donc, il a une bonne image. Et cette image, en effet, de négociateur à l'écoute, essayant de chercher un consensus avec des Britanniques qui avaient fait un peu un bras d'honneur aux Européens, on est tenté de penser que ce qu'il a réussi à faire au niveau européen, il pourrait peut-être réussir à le mettre en pratique au niveau français. C'est pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait la même chose. Je tiens à le dire. Okay. Mais voilà, il part avec cette image où un homme de consensus, un homme modéré, un homme de dialogue, de conviction aussi, attention, de conviction, mais ouvert peut-être en effet à regarder ce qui peut être le fil étroit dans lequel il peut se glisser pour essayer de ne pas en effet avoir une motion de censure directe et avoir en effet une majorité. Alors je sais bien qu'en Europe, dans tous les pays, la coalition c'est quasiment une obligation. Nous en France, on a du mal avec ça et c'est vrai qu'on n'arrive pas à, parce qu'il y a peut-être l'élection présidentielle, à reproduire ce schéma européen en France. On n'est pas du tout dans une logique de coalition, ou si finalement, Bruno Cotresse, quand on parle de coalition en France, on a effectivement l'impression que c'est encore un gros mot. Oui, c'est vrai que notre vie politique, elle est très conflictuelle, elle est très polarisée. Et on a une habitude en France qui est ce que les économistes appellent le jeu à somme nulle. C'est-à-dire que les gains de l'un, c'est forcément les pertes de l'autre. Donc on n'a pas vraiment l'habitude que tout le monde gagne ou tout le monde perde un peu en s'asseyant autour de la table pour discuter d'un contrat de gouvernement. Pas plus Emmanuel Macron, d'ailleurs, que les autres acteurs. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, depuis 2022, je crois que dans 2 interviews, il dit « je ne crois pas aux coalitions ». Donc on voit que l'ensemble des acteurs n'ont pas voulu jouer ce jeu. La difficulté pour Michel Barnier n'est peut-être pas tant, dans un premier temps, cette situation que de donner du sens à ce qu'il fait là. Parce qu'il faut quand même rappeler que Michel Barnier est issu d'un parti, les Républicains, qui au cours de toutes les élections depuis 2022 a fini en position 5 la plupart du temps, réunissant au maximum 2 millions de voix, 2 millions et quelques de voix, présidentielle 2022, législative 2022, européenne 2024, législative 2022. Donc il faut qu'il arrive à se débarrasser de cette étrange situation qui est qu'une personnalité politique, fût-elle passée par l'Europe, une personnalité politique issue d'un mouvement politique qui a eu des résultats assez décevants, se retrouve à Matignon. Donc il faut qu'il arrive à faire quelque chose de cette situation parce que sinon, ça va le rattraper. Il aura ça un peu comme une sorte de boulet en permanence, de gens qui le rappelleront, mais voilà d'où tu viens. Donc voilà, il faut, premier enjeu, qui compose le gouvernement. Justement, alors on va revenir après sur la question budgétaire, Frédéric Michaud. Composer ce gouvernement, a priori, ça devrait quoi être? Peut-être en fin de semaine, peut-être la semaine prochaine. Ça va prendre du temps. On parle plutôt de ministre LR et peut-être centriste. Peut-être, lui, il le dit, en tout cas, une personnalité de gauche ou pas. Enfin, il essaye d'afficher un style ouvert. Composer un gouvernement, c'est toujours un exercice politique très compliqué. Très compliqué. Enfin, en tout cas, il est d'autant plus compliqué cette fois. Nuancé parce qu'il faut envoyer à la fois des symboles à l'opinion,
symbole évident depuis une vingtaine d'années, c'est la parité, par exemple. Ou prendre des personnalités de la société civile pour renouveler le personnel gouvernemental. Et puis, il faut envoyer aussi des signaux politiques. Alors, généralement, historiquement, on prenait des membres de chacune des majorités, on prenait des élus de zones urbaines et puis des élus de zones rurales, etc., etc. Et là, la difficulté supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas de majorité et qu'il n'y a pas à proprement parler de coalition. On a un Premier ministre qui est issu d'une formation politique qui, jusqu'à présent, a refusé de participer au gouvernement, qui est dans une forme de soutien sans participation, qui a proposé un pacte législatif et même l'a imposé. Première incongruité. On a ensuite le camp du président de la République qui lui-même se met un peu à distance du pouvoir. Il va voir les macronistes demain, d'ailleurs. On est dans une situation qui est très surprenante, où ceux qui sont appelés à exercer le pouvoir, d'une certaine manière, s'en tiennent le plus éloignés possible. Et donc tout ça, ça complexifie encore plus la tâche de former un gouvernement pour Michel Barnier. Michel Saudet, oui. Alors il faudra peut-être des personnalités issues de la société civile. Ça sera... En tout cas, il semble qu'il faudrait surtout des kamikazes. Puisqu'on a quand même... Donc ça ajoute encore à la difficulté. On entend quand même dire que pourquoi s'embarquer sur un tel radeau de la Méduse avec une possibilité de durée de vie de 3 mois, c'est-à-dire le temps du budget et peut-être pas beaucoup plus loin. C'est notamment une des raisons pour lesquelles un Pierre Moscovici n'irait pas. Il est très bien là où il est et plein d'autres personnalités comme ça. L'autre écueil que doit affronter Michel Barnier, c'est quand même de ne pas donner l'impression d'être dans une continuité. Quand j'entends dire qu'Emmanuel Macron pourrait avoir un droit de regard sur des ministères régaliens, là est le danger. Si vous renommez un Bruno Le Maire ou un Darmanin à leur poste ou des ministres qui étaient sous leurs ordres directement, la continuité, elle sera évidente. Il y a déjà un directeur de cabinet qui était le directeur de cabinet de Bruno Le Maire. On cherche un autre, parce que celui-là, quand même... trop marqué. Même derrière. Et puis, en plus, il a une histoire de ristourne sur des billets du PSG qu'il aurait autorisé. Donc, moins de rentrée fiscale au moment où on est en déficit budgétaire. Ça passe mal. Le déficit budgétaire. Alors, vous parliez de Pierre Moscovici. Lui, en tout cas, il s'est bien affiché ce week-end dans Le Parisien. Le prochain budget sera sans doute le plus délicat de la Ve République. On ne peut pas continuer sur cette pente. Si on ne change rien, ça sera dangereux. Voilà ce qu'il a dit, Pierre Moscovici. On va regarder d'ailleurs les chiffres. Il est président du Haut Conseil des finances publiques, Pierre Moscovici. On va regarder les chiffres du déficit public de la France. 5,6% de PIB en 2024, avec une trajectoire qui mène à ce déficit à 6,2% du PIB en 2026. Donc la contrainte, c'est l'urgence absolue, un projet qui doit donc être soumis à l'Assemblée nationale le 1er octobre, au moment où elle doit se réunir, Pascal Joannin, et une contrainte européenne, puisqu'il y a donc cette procédure de déficit excessif que Bruxelles a déclenchée contre la France. La France qui doit normalement, qui n'a que jusqu'au 20 septembre déjà pour indiquer à Bruxelles comment elle compte redresser ses comptes publics. On n'y est pas du tout. Il me semble que Michel Barnier a déjà demandé un report. Alors, c'est exact. Vous êtes bien informée, Stéphanie. Alors, en effet... Il n'y a pas vraiment le choix, en fait. Le budget, parce que tous ceux qui connaissent le droit parlementaire savent que la session dite d'automne, qui commence le 2 octobre, c'est la session budgétaire où le projet de budget passe à l'Assemblée et au Sénat, et c'est ce qui permet d'avoir une majorité, puisque vous comptez à la fin le nombre de gens qui vous soutiennent ou qui ne vous soutiennent pas. Donc là, c'est un acte fondateur majeur. Il y a des choses qui sont déjà dans les tuyaux. Il faut voir en effet comment Michel Barnier s'en affranchit ou pas. Bon, il y a le signal que vous avez indiqué. Il a nommé comme directeur de cabinet celui qui était directeur de cabinet de Bruno Le Maire, d'ailleurs celui qui était à Bercy depuis longtemps et qui connaît déjà un petit peu la situation pour peut-être en savoir au millimètre les marges de manœuvre qu'il a. À Bruxelles, nous avons en effet depuis le 26 juillet la France et 6 autres États membres, donc ce n'est pas la France toute seule, il y a l'Italie, la Pologne, ont une procédure de déficit excessif, tout simplement parce qu'on est au-delà des critères dits de Copenhague, 3% du PIB, 60% de dette, et que donc on doit indiquer à la Commission européenne, alors avant le 20 septembre, on a déjà demandé un report,
tout simplement parce que comme on n'a pas le budget, il vaut mieux savoir en effet qu'est-ce qu'on peut tenir comme engagement. C'est reporté en tout cas en matière de... C'est reporté parce que là, ce qu'on doit dire à la Commission, c'est quels sont les engagements que nous prenons pour permettre de revenir, alors pas en 3 mois, c'est plutôt en 4 ans, dans les clous, se rapprocher en tout cas de ce qui était autorisé. Donc 3% de PIB pour le déficit public. On n'y arrivera pas tout de suite, mais quelles sont les tangentes? Donc, ce n'est pas la peine de dire à la Commission que je vais faire ça sans que ça soit crédible. Donc, il faut en effet avoir peut-être déjà quelques éléments du budget qu'on va pouvoir mettre sur la table pour dire je m'engage à faire ça dès cette année et puis ça l'année d'après. Parce que si vous n'avez pas de budget ou si vous proposez des choses que vous ne tiendrez pas, la Commission ne va pas être contente. Donc, elle risque des sanctions, la France? Il y a des sanctions qui sont possibles. La Commission ne met pas tout de suite les sanctions dans le premier jet. Il faut quand même vraiment une mauvaise volonté des États. Il faut vraiment montrer, si vous ne montez pas de blanche et là, c'est l'avantage que Michel Barnier a, parce qu'il connaît la Commission, il connaît en effet comment se passent les instances européennes. Donc, il va pouvoir y aller, lui, et peut-être son ministre des Affaires étrangères, mais lui peut-être déjà, parce qu'il sera reçu, on le connaît, il va pouvoir avoir une voix qui porte en disant, écoutez, je sais bien la situation difficile, mais je m'engage à faire ci. Mais il fait donc là, vous lui faites confiance quand même. Vous écoutez. Mais c'est un trend, enfin une tendance qui va concerner Michel Barnier, mais tous ses successeurs, puisque là, pour le coup, on s'engage dans une procédure de long terme. Bruno Cotresse. Et c'est l'urgence, parce qu'effectivement, on parle d'une trajectoire, mais c'est l'urgence parce que le budget doit être bouclé cet automne. Donc ça va être véritablement la toute première urgence. Avec un Moscovici, Pierre Moscovici, qui lui dit que finalement ce retour du déficit sous les 3% du PIB en 2027, lui dit que c'est caduc. Il dit c'est brutal, difficilement faisable politiquement, peu acceptable socialement et économiquement, guère cohérent parce qu'il faudrait près de 110 milliards d'économies en 3 ans pour tenir une telle trajectoire. Voilà la pression à laquelle est soumise Michel Barnier et bientôt ses futurs ministres. Oui, on retrouve Pierre Moscovici d'ailleurs qui l'avait dit depuis très longtemps, en fait fondamentalement. Ses prédécesseurs, Didier Migaud, avaient tenu le même discours. Alors donc, en creux, ça pose une question quand même importante sur ce qui s'est passé ces dernières années en France. On a eu le Covid, évidemment. On a eu le quoi qu'il en coûte. Oui, pourquoi une telle dérive? Bien évidemment, mais voilà, tout le monde s'interroge qui est à la fois pourquoi une telle dérive et peut-être même, au fond, est-ce qu'Emmanuel Macron avait toutes ces informations? Toutes ces informations étaient-elles à sa connaissance? Pourquoi n'a-t-il pas agi? Si Michel Barnier rentre en scène et effectivement il va disposer d'un très fort crédit et appui au plan européen, l'Union européenne a tout intérêt à ce que la France aille mieux et à ce que la France revienne dans les clous. Elle va sans aucun doute mettre en scène sa négociation avec Michel Barnier et réciproquement. Mais alors du coup, ça va alimenter tout un jeu de questions sur Emmanuel Macron mais lui, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait fondamentalement? Et en creux, ça pose même une nouvelle question sur la dissolution. Est-ce que c'était bien l'urgence, cette dissolution, alors qu'on découvre quelques semaines après le président de la Cour des comptes qui nous dit que c'est l'exercice budgétaire le plus dramatique de la Ve République. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait un lien, peut-être justement Frédéric Michaud, entre cette crise budgétaire et finalement cette dissolution? Est-ce que crise budgétaire provoque une crise politique? Alors ça peut être un motif de censure. En fait, on a une double difficulté là pour le nouveau Premier ministre. On a d'abord une difficulté de calendrier, puisque là, il est au pied du mur. Donc il faut... 10 jours pour bâtir en urgence le projet de loi de finances, en fait. Voilà. Ça voudrait dire qu'il devrait y avoir un projet pour le finaliser, parce qu'à mon avis, il y a des basiques, il faut simplement la touche finale. Là. Mais ça voudrait dire que déjà, avant la fin de la semaine, il devrait déjà y avoir un projet. Or, il n'y a même pas de gouvernement. Il n'y a pas de ministre. Donc... et puis la deuxième difficulté, c'est que on est face à une situation qui est dramatiquement complexe, et donc il faut prendre des mesures qui sont sans doute difficiles. Et Pierre Moscovici, dans son interview hier, indique bien que pour lui, la reconduction à l'identique du budget de cette année serait une solution de facilité et ne permettrait pas d'empêcher la dérive qu'il a pointée. Donc il faut prendre des décisions, et prendre des décisions quand on est face à une absence de majorité et une assemblée qui est fragmentée, c'est prendre le risque aussi de se créer des oppositions et donc d'être censuré, ce qui répond à votre question. Donc voilà, effectivement, prendre le risque aussi que ça ne puisse pas se faire au final. Donc ça voudrait dire quoi? Des ordonnances? Enfin, il y a tout, j'imagine, d'autres possibilités. Il y a, paraît-il, beaucoup de ressources dans la Ve République pour pouvoir adopter un budget, même au-delà du 31 décembre. C'est ce que j'ai entendu dire de la part de constitutionnalistes.
Donc, si au bout de 70 jours, en tout cas, on ne trouve pas de solution. Par contre, ce qui est certain, c'est que par rapport au budget actuel et au dérapage, on peut quand même rappeler que les instances de contrôle, Cour des comptes, Haut Conseil des finances publiques, avaient émis de sérieux doutes sur le budget 2024, le considérant quasiment comme insincère. Or, le dérapage n'est pas une surprise. Donc Emmanuel Macron, est-ce qu'il savait, comment il était au courant? Là-dessus, il peut quand même se référer aux instances qui contrôlent, qui vérifient la sincérité du budget, le fait que les prévisions sont bonnes. Et là, ce n'était pas du tout le cas, quoi. C'est ce qu'a sous-entendu le Premier ministre dans sa passation de pouvoir, en disant que lui allait faire de la vérité une de ses valeurs cardinales. Sous-entendu par opposition à mon prédécesseur, qui aurait dissimulé certaines informations, en particulier sur les comptes publics. Oui, il a dit « je veux faire la vérité sur la dette publique ». Alors, côté européen, pour y revenir, Pascal Joinnin, qu'attend véritablement l'Europe? Des pistes, j'imagine. Or, des pistes, il y en a côté dépenses. Si on reprend le budget 2024 avec l'inflation, ça ferait déjà un certain nombre d'économies. En tout cas, c'est ce qu'avait prévu Gabriel Attal avec ses fameuses lettres plafond envoyées au ministère. Et puis côté recettes, puisque manifestement ça ne suffira pas, il va falloir prendre des mesures. Donc ça veut dire augmenter les impôts? Il n'y a pas Est-ce que les Européens attendent cela? Alors, les Européens avaient demandé au gouvernement précédent et encore précédent à ce qu'on fasse la réforme des retraites. C'était une des points qui était dans les réformes, parce que il faut voir le déficit maintenant et la tendance pour le corriger. Donc, en effet, tous les autres États membres de l'Union ont fait un report de l'âge de retraite. Nous, on a vu ce que ça avait donné et on a vu que ça avait été très mal accepté, mais pour autant, voilà. Donc, c'est ce genre de mesure. C'est ce genre de mesure, peut-être, à défaut de hausse des impôts, c'est peut-être ce genre de mesure. Et puis aujourd'hui, vous avez quand même, à Bruxelles, eu un événement qui caillou dans la mare, c'est le rapport de Mario Draghi. Et le rapport de Mario Draghi dit: la croissance en Europe, vous avez vu, c'est zéro, machin, etc. Il faut qu'on dépense plus, qu'on dépense mieux, qu'on ait des investissements pour essayer de combler le fossé que nous avons eu avec les États-Unis. Et donc, il va falloir que von der Leyen, là c'est pour le coup la présidente de la Commission, propose dans sa nouvelle Commission des choses qui permettent d'engager l'avenir aussi. Parce que peut-être qu'en effet, donc là, ça veut dire des dépenses. Il envisage carrément un nouveau plan de relance. On a eu celui du post-Covid pour justement ces investissements massifs, un petit peu comme il y a eu le Inflation Reduction Act aux États-Unis, en partant du principe qu'il y a un différentiel vraiment important entre les États-Unis et l'Europe, et que si on ne veut pas décrocher encore plus au niveau européen, pas qu'au niveau français, au niveau européen, parce qu'il y avait donc 7 autres États qui sont dans la situation de déficit excessif. On va voir la carte d'ailleurs. On a l'Allemagne qui est en récession, ne l'oublions pas, avec en effet Volkswagen qui a été pendant des années une entreprise mirifique, et puis là, avec en effet les problèmes de transition écologique, se retrouve un peu dans la panade. Donc, qu'est-ce qu'on fait en Europe pour ne pas avoir cette croissance atone et essayer de redonner un développement? Il appelle ça la compétitivité, Mario Draghi. Et donc, ça va être très attendu, parce que qu'est-ce qu'on va faire pour essayer aussi de remuer un peu? Ça veut dire peut-être plus de dettes pour financer des investissements. Oui. En fait, c'est ça qu'il suggère Mario Draghi. Mais ça n'exonère pas la France et ses différents pays à rester dans les clous. La dette n'oblige pas à faire un peu de diète. Voilà, ça ne l'exonère pas et ça ne répond pas fondamentalement à la question que tout le monde va se poser dans le pays, qui est: comment se fait-il qu'un pays avec un tel niveau de prélèvement obligatoire ait de tels problèmes? Les investissements de long terme, d'infrastructures, c'est formidable, évidemment, mais on a aussi le sentiment d'un discours qu'on entend depuis pratiquement toujours, qu'ils viennent de la France ou qu'ils viennent de Bruxelles. On a toujours ce discours. Il y a de grandes infrastructures, il y a de grands projets. Donc, il y a un moment donné aussi où on ne peut pas tout dire et le contraire de tout. C'est-à-dire que si on a de sérieux problèmes budgétaires en France, quelle en est l'origine? Il faut-il avoir une réflexion sur le périmètre de l'action de l'État par rapport aux collectivités locales? Alors tout ça, c'est du moyen terme, en fait. Entre-temps, il va falloir prendre des décisions. Voilà, mais il va falloir prendre des décisions, mais surtout que ces décisions soient expliquées aux Françaises et aux Français qui se demandent un petit peu, avec pas mal de points d'interrogation, comment se fait-il qu'on en est là? Donc ça, c'est une des urgences pour moi de Michel Barnier. C'est pas seulement la vérité sur les comptes, mais c'est aussi la vérité sur comment en est-on arrivé là. Voilà, comment on est arrivé là, où est-ce qu'on va dans les 3-4 ans qui arrivent, pour ne pas se retrouver dans la même situation
dans 3-4 ans en ayant augmenté les impôts au passage. Alors Frédéric Michaud, où va-t-on? On peut dire qu'il y a quand même un discours plutôt de droite et un discours plutôt de gauche, puisque le NFP, c'était tout de suite à une hausse en rétablissement de l'ISF, une hausse des impôts des plus hauts revenus, une plus forte progressivité de l'impôt sur les revenus, un retour plus important de l'impôt sur les entreprises. Donc ça, je dirais que c'était plutôt à gauche. La gauche sera dans l'opposition. À droite, c'était plutôt plus d'efficacité dans la dépense, moins de dépenses publiques, c'est déjà effectivement ce qu'avait proposé Gabriel Attal, mais ça ne suffira pas. Donc il va falloir en plus trouver des mesures côté recettes qui puissent à peu près être adoptées par Michel Barnier, quelques membres LR, sans être censurées par le RN. Bref, par exemple une taxe sur les énergéticiens, ça c'est ce qui revient beaucoup dans les pistes, une surtaxe peut-être sur l'impôt sur les sociétés, une surtaxe temporaire pour demander un effort aux entreprises, peut-être un effort aussi temporaire sur les plus aisés. Voilà ce que je lis, moi, de mesures peut-être possibles. C'est dire à quel point la contrainte est excessivement forte pour la réalisation de ce budget. C'est quasiment impossible de parvenir à contenter tout le monde ou à ne pas susciter l'opposition du plus grand nombre. La question des impôts, elle est fondamentale. On voit bien que le groupe du EPR, Ensemble pour la République, c'est-à-dire le parti présidentiel, a clairement tracé comme ligne rouge le fait de ne pas augmenter les impôts. Et ils ont baissé de 62 milliards depuis 2017, avec transformation donc, de l'impôt sur la fortune en IFI, c'est 4 milliards. Et puis après, il y a la suppression des taxes d'habitation, suppression de la redevance, baisse de l'IS, tout ça, ça fait à peu près 62 milliards. Les Républicains eux-mêmes prônent l'ordre dans les comptes publics, qui soutiennent le Premier ministre, et ça fait partie aussi du pacte législatif, voire une baisse des impôts. Et puis, en même temps, le Premier ministre a, lui, évoqué plus de justice fiscale, ce qui sous-entend qu'il ne s'interdit pas de réfléchir à augmenter l'imposition. Donc, voilà. Les plus aisés, en fait, quand il parle de justice fiscale, a priori... Voilà, pour l'instant, ce sont des signaux qui sont envoyés, qui sans doute alimentent les négociations et les tractations qui sont en cours pour la nomination du ministre de l'économie, mais aussi pour la constitution de ce budget. Michel Soudet, est-ce qu'il pourrait y avoir effectivement une hausse peut-être temporaire d'impôts sur le revenu des plus aisés? Ça pourrait être des grandes entreprises, les énergéticiens par exemple. Elle semble... Ça serait d'ailleurs, il y aurait une censure de la gauche à ça? Cette hausse d'impôts, elle paraît quasiment inévitable. On regarde des baisses d'impôts qui ont été faites de manière inconsidérée au niveau que vous avez rappelé, qui aboutit aussi, il n'y a pas que les baisses d'impôts, il y a aussi un certain nombre de baisses de charges, de cotisations sociales ou autres, qui sont bien souvent compensées par l'État. Donc quand vous supprimez la taxe d'habitation, l'État compense. Quand vous supprimez des cotisations sociales, patronales ou autres, que vous exonérez un certain niveau de salaire et vous remontez toujours, l'État compense. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit qu'à l'heure actuelle, la TVA, qui est l'impôt qui rentre le plus grandement dans les caisses de l'État n'en a plus que à peine la moitié. Le reste va dans des compensations qui ont été données. Donc il perd aussi ses propres moyens d'agir en agissant ainsi. Après, il y avait une politique de l'offre pour justement créer des emplois. Il y a eu 2 millions d'emplois de créés. C'est ce que soutiennent effectivement Emmanuel Macron et également Gabriel Attal. C'est la politique de l'offre, mais manifestement pas suffisamment compensée par des recettes, tout simplement. Oui, visiblement, mais je trouve que ce qui est un peu problématique, c'est aussi le manque de lisibilité d'un peu moyen-long terme. On a le sentiment d'un yo-yo permanent, avec un coup on réaugmente les impôts, un coup on baisse à nouveau les charges, et puis on réaugmente les impôts. Et donc il y a une très grande difficulté. Beaucoup d'acteurs économiques disent que c'est ça qui leur manque, de la stabilité, de la lecture sur un certain nombre. Oui. Là, ils ont quand même plus de 7 ans sur un certain nombre d'années de visibilité dans le même sens. Oui, mais il y a un moment donné où il faut expliquer quand même de manière assez précise. Est-ce que notre pays dépense trop, oui ou non? Ça, ce sont des arbitrages politiques, Bruno Cotresse. S'il le fait où? Voilà. Quels sont les arbitrages politiques? Et depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, on voyait bien qu'on avait beaucoup de mal à voir
le cap principal, les arbitrages, où étaient les principales, au fond, l'objectif ultime qui était visé par Emmanuel Macron. À part celle de dire pas d'augmentation d'impôts. À part pas d'augmentation d'impôts, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment, de ce point de vue-là, à revenir et que nos politiques retrouvent le sens d'afficher des priorités et de s'y tenir d'une certaine manière. Pascal Joannin, c'est de la clarté qu'il faudrait, parce qu'en plus, il faut quand même rappeler qu'il y a ce problème budgétaire en France et il y a aussi une crise politique en Allemagne. Donc pour l'Europe, ça fait quand même beaucoup Alors, il y a la que clarté ces deux pays... et la crédibilité. C'est-à-dire, c'est pas la peine de dire qu'on va faire des choses si on ne les tient pas, etc. Donc, on a en France une image, enfin, on a en Europe une image, la France, hein, qui est plutôt très sympathique. On vient d'avoir les JO. Très sympathique, c'est-à-dire que... Oui, parce qu'on n'a pas parlé de l'effet JO. Il y a eu quand même un effet JO. On a une image où, en effet, c'est un pays où il fait bon vivre, où il y a des choses, un patrimoine culturel, un mât de cocagne. Voilà, c'est un mât de cocagne. Et en effet, la seule chose qu'on n'a pas, c'est en effet un équilibre, alors sans être un équilibre budgétaire, mais des règles, j'allais dire, budgétaires qui soient dans le bon sens, quoi, qui vont plutôt vers le vert plutôt que vers le rouge. Et ça, nos partenaires allemands qui ont des difficultés d'un autre type. En ce moment, oui. En plus, ils ont 0% de croissance, voilà. semble-t-il. Eux, ils sont en récession. Donc, et donc, il y a des questions au-delà de la France sur, en effet, le modèle économique européen. C'est-à-dire, comment on fait, en effet, un État qui a des dépenses comme ça et qui n'arrive pas à avoir, en effet... alors, on attire, en effet, il y a Chose France, on a une attractivité, une image qui est très positive. Mais derrière, en effet, il y a des choses qui font que le calcul, à la fin, il est négatif. Donc, en Europe, la feuille de route qu'on va faire, que le Premier ministre doit faire à la Commission européenne, le maître mot, c'est la crédibilité. Est-ce que ça va aller dans le bon sens? Est-ce que c'est quelque chose qui est sûr, qui va permettre de rechanger un peu l'image économique de la France, puisque c'est ça qui pâtit un petit peu c'est ce niveau de dépenses qui fait que les autres aiment bien qu'on revienne un petit peu dans les clous. Alors, on n'est pas tout seul à être pas dans les clous, mais si on fait rien, on aura une image qui sera... Et en même temps, quand Pierre Moscovici dit que c'est caduc, c'est 3% de PIB, déficit public, 60% pour l'endettement. Oui, mais alors ça... et c'est pas le seul à le dire, d'ailleurs. C'est vrai que ces chiffres... Et on a essayé de changer, ce qu'on appelle ces règles, hein. Mais les Allemands et d'autres pays du Nord, de l'Europe... Les soutiennent. On dit... on garde ces règles, mais on va faire un peu plus de... On aura plus de flexibilité pour y arriver. Ça sera moins strict, etc. Mais ils veulent des règles parce qu'eux estiment que comme ils ont fait des efforts pour rester dans les clous, et je vous rappelle que la rigueur budgétaire, l'équilibre budgétaire, c'est inscrit dans la constitution allemande, donc ils se disent, mais nous, si on y arrive, est-ce que les autres n'y arriveraient pas? Mais je ne suis pas sûre que le modèle allemand puisse se transposer tel quel ailleurs. Donc, il faut qu'il y ait des règles, mais qu'il y ait beaucoup de souplesse pour qu'on donne à chacun la possibilité d'y arriver. Il y avait en effet une question pendant longtemps avec l'Allemagne, c'est qu'ils dépensaient peu pour leur défense, on dépensait beaucoup plus et on assurait, sans le dire, la sécurité de l'Europe. Il y a eu la guerre en Ukraine, donc là aussi, il y a eu des dépenses, on n'en a pas parlé, mais il y a eu des dépenses militaires, de soutien, etc., parce qu'il y avait un pays en guerre, ce qui n'était pas retrouvé depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout ça coûte de l'argent. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix, mais il faut que ce soit des choix qui soient à la fois satisfaisants pour le citoyen qui est en attente, pour, en effet, le grand argentier, l'expert qui regarde un petit peu la traçabilité et la continuité. Et donc, c'est un équilibre pour lequel Michel Barnier, normalement, a des atouts, puisqu'il essaye d'avoir tout ça. Mais il a une situation compliquée, politique, en Europe. Et cette arithmétique politique française viendra peut-être, en effet, rendre difficile la subtilité de l'équilibre qu'il doit faire au niveau européen. D'autant qu'il parle de services publics. Les services publics, justement, sont malades, qu'il y a des problèmes dans les hôpitaux, qu'il y a des problèmes... Ce qui est terrible, c'est que tous les problèmes dont nous parlons, ils sont parfaitement documentés par la Cour des comptes. Elle le dit pratiquement tout. Elle tire la sonnette d'alarme depuis un certain temps, d'ailleurs. Sur les niches fiscales qui sont inopérantes, la Cour des comptes, elle plombe régulièrement de ce point de vue-là. Elle dit régulièrement... Nombre de gouvernements qui ont voulu s'attaquer aux niches fiscales. De baisse de charges qui n'ont pas produit les effets escomptés. La Cour des comptes dit régulièrement qu'il y a des soucis sur l'ampleur des niches fiscales en France. Donc, évidemment qu'il y a de l'argent à récupérer de ce point de vue-là. Par contre, c'est vrai que les avis de la Cour des comptes, ils doivent être un peu suivis quand même. Hein. J'imagine l'État a le sens de ses responsabilités par rapport à son auditing de la Cour des comptes. Mais voilà, on a le sentiment que tous les 2 ans, à peu près à nouveau, la Cour des comptes dit voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et on a beaucoup de mal du point de vue des politiques à dire aux citoyens, aux électeurs, oui, on en a tenu compte. Voilà, on y est. Ce sont des choix politiques peut-être difficiles
à prendre. Frédéric Michaud, intéressant aussi, on revient sur la réforme des retraites qui a effectivement été plutôt saluée en Europe comme une mesure d'économie entre guillemets. Eh bien, le Rassemblement national et la gauche veulent l'abroger. Le 31 octobre, le Rassemblement national fera examiner une proposition de loi qui vise à abroger la réforme des retraites. Donc peut-être mal faite, peut-être, mais en tout cas, elle était saluée en Europe, cette réforme des retraites. Or, elle risque de revenir de toute façon sur la table. C'est un cas très symptomatique et très emblématique de ce que nous venons de dire, c'est-à-dire l'échec collectif du personnel politique de gauche, de droite, du centre, depuis 20 ans ou 30 ans, à résoudre la question de la dette et la question du déficit, même plus encore. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que les conséquences, tant au plan économique, on a parlé tout à l'heure de l'incertitude des entreprises, on a vu que le taux de chômage avait baissé au cours des dernières années, on a vu aussi que les incertitudes pour les ménages, au moment où l'inflation s'atténue un petit peu, c'est un paramètre important de l'équation, mais surtout au plan politique, là, les conséquences peuvent être potentiellement très fortes. 2 exemples politiques. Il y a 10 ans, en 2013, après une hausse très très forte des impôts au début du quinquennat de François Hollande, la gauche a été obligée de décréter, c'était Pierre Moscovici, je crois déjà, à l'époque, une pause fiscale parce que les effets sur l'économie et sur l'opinion d'une manière générale étaient extrêmement forts. Deuxième exemple. C'était 2013. 2013. Deuxième exemple, la crise des Gilets jaunes est liée à une interrogation fondamentale: où va l'argent qui est pris aux Français à travers le levier fiscal, avec les conséquences qu'on connaît. Donc par peur de casser la croissance économique et par peur aussi d'ouvrir une nouvelle crise politique, les décideurs politiques ont choisi des demi-mesures et de ne pas s'attaquer aux problèmes de fond du déficit et de la dette publique. Depuis 35 ans, 40 ans. Alors il y a des circonstances atténuantes. Il y a quand même le Covid. 81, ça a été le début où on a, avec l'alternance, commencé à faire le panier percé. D'ailleurs, en 83, on a resserré le boulon. Enfin, ça, c'est l'histoire, c'est documenté aussi maintenant. Hein, voilà. Michel Soudet, un mot sur la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, qui elle aussi plaide pour une suspension, elle, de la réforme des retraites. Donc là aussi, il y a encore une fois des choix à faire. Le problème, de toute façon, va se poser dans tout le trimestre. Soit, de toute façon, le Rassemblement national l'a inscrit à sa niche parlementaire, qui sera la première niche le 31 septembre, ça a été dit. C'est 31 septembre ou 31 octobre? Non, 31 octobre. 31 octobre, parce qu'il n'y a pas de 31 septembre. Ensuite, là, il y a différents moyens d'abroger ou de revenir sur cette réforme des retraites, qui a été imposée par un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Donc, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, par amendement, peut très bien défaire ce qui a été voté dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a les dépenses sociales aussi qui augmentent en plus. Donc, ça va être... Il y a un enjeu politique à revenir dessus parce que ce projet a été rejeté par une très large majorité de Français, encore plus parmi les actifs. Et la réforme des retraites. Elle a beaucoup pesé, ce rejet a beaucoup pesé dans le rejet politique de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, le fait qu'il ait perdu les européennes, le fait qu'il ait perdu les législatives. Donc ça voudrait dire en fait qu'il faudrait revenir sur cette réforme des retraites, mais comme dit Michel Barnier, attention, sans pour autant aggraver le déficit. Ah mais là, si on fait ça, enfin si la France fait ça, il va y avoir en effet de la part de l'Union européenne de sérieuses interrogations, parce que là, on retoucherait quelque chose qui avait été porté au crédit de la France en disant on revient dans les clous de tout ce qui se passe. Il faut quand même, enfin, on va pas se mentir. Elle a peut-être été mal vendue, cette réforme. C'est peut-être difficile pour les Français de s'imaginer, travailler plus, etc. Mais la démographie étant ce qu'elle est, les États européens, nos voisins, ayant réussi à faire ces réformes, pourquoi on n'y arrive pas chez nous ? Là, il faut quand même qu'on soit critique sur l'absence de réforme, parce que si on fait une réforme, tout de suite, il y a des gens qui sont contre. Alors, vous faites une réforme, il y a la gauche ou la droite, et il y a toujours... Donc, cette absence de réforme fait qu'on ne fait rien. Donc, à un moment donné, les décisions s'imposeront
par d'autres acteurs que le gouvernement, si on n'arrive pas à prendre nous-mêmes ces décisions. Puisque là, en l'occurrence, bon, on revient dans d'autres pays, c'est plutôt 67 ans. 64 ans, déjà, on est encore en dessous de ce qui est la norme des pays européens, qui sont nos partenaires. Et normalement, on ne fait pas de concurrence entre nous. Ça reste en tout cas, ça sera une vraie question politique et elle sera sur la table à un moment donné. C'est compliqué parce que Michel Barnier, lui, a dit qu'en gros, qu'il ne va pas retoucher. Il a dit qu'il voulait l'améliorer. L'améliorer, dit-il. Voilà, c'est-à-dire sans doute qu'il va élargir, j'imagine, qu'il va élargir le périmètre des professions ou des profils professionnels qui sont éligibles à la retraite à 62 ans, plutôt que 64. Voilà, j'imagine que c'est ça, mais c'est vrai que ce débat, d'une certaine manière, on l'a beaucoup eu déjà. Donc un dossier très compliqué pour Michel Barnier, parce qu'effectivement, ça vient d'être redit, toutes les enquêtes d'opinion montrent le rejet de cette réforme, la manière dont elle a été ressentie comme une sorte de très grande injustice. Quand il y a eu les Gilets jaunes, les cahiers de doléances, vous vous rappelez, les cahiers de doléances, les gens allaient remplir à la mairie, un des thèmes centraux des cahiers de doléances, c'était le niveau des pensions. Voilà, le niveau des pensions. Donc, il y a tout un tas de questions politiques sur cette question des retraites qui a une énorme importance dans la vie des individus, puisque ça vient, au fond, parachever une vie d'effort de travail. Et les gens disent, à la fin d'une vie d'effort de travail, je ne suis pas à l'aise, j'ai un niveau de pension qui est faible, ou alors il me manque des trimestres et ça a des conséquences terribles. Donc voilà, on voit aussi que notre pays n'arrive pas à organiser un débat démocratique sur la réforme des retraites. Et Dieu sait que pourtant qu'il y a eu des consultations, etc. Mais on n'arrive pas, au fond, à figer à un moment donné un paramétrage où les gens disent, j'ai pu faire valoir mon point de vue, c'est pas mon point de vue qui a triomphé, mais c'est fair play. Il y a un problème de méthode, en fait. Voilà, c'est un peu ce que tout le monde dit. Beaucoup un problème de méthode. Ça reviendra évidemment probablement sur le tapis. Et puis également la taxation des plus aisés, des plus riches. Ça va revenir, ça aussi. Un dernier mot, Frédéric Michaud, là-dessus. Oui, mais les grandes entreprises, les énergéticiens, des taxes temporaires au moins, ça va revenir. Oui, il y a les questions de la justice fiscale et sociale. Mais juste pour revenir un peu en arrière sur les retraites, on voit bien que c'est un totem politique. Le camp présidentiel veut absolument conserver la retraite parce que c'est peut-être le seul élément c'est le marqueur, en fait. Du deuxième quinquennat du président de la République. Et puis, pour cette raison-là, et puis aussi pour les questions dont cette réforme non pas a été votée, mais a été appliquée par 49.3, il y a aussi un symbole pour les oppositions qui voient cette méthode-là comme un vrai déni de démocratie. Et à l'époque, il y avait une majorité relative. Nous le disent. Oui. Et déni démocratique parce que le gouvernement, à l'époque, est allé contre l'opinion qui s'exprimait dans les manifestations et dans tous les sondages. Merci beaucoup Frédéric Michaud, Bruno Cotresse. Merci à vous Michel Soudet. Merci Pascal Joannin d'avoir participé à cette émission. Un gouvernement qu'on attend toujours, probablement fin de semaine peut-être, ou peut-être la semaine prochaine. Michel Barnier en tout cas. Et face à ce casse-tête et à ces difficultés, à ces défis à relever. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à demain.